Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cyril Bojiko n'a pas cessé de s'inspirer de l'histoire de vie de Constéka, de regretter mémoire, pour continuer à développer des chroniques, à couper le souffle. Dans cet autre numéro, suite à des sorties des influenceuses qui pensent que le silence de Constéka, le fait qu'il était effacé et sombre, était des qualités propres à des sectaristes, notamment celui de la CC6. Il faut en être membre pour connaître comment il se comporte. Nous n'en étions pas un, on ne peut pas s'aventurer sur ce terrain-là. Mais pour découvrir, Cyril Bojiko nous parle d'un homme debout qui vaut mieux que 1000 hommes assis. Je vous prie donc de suivre minutieusement le Cyril Bojiko inspiré de la vie de Constéka qui, lors d'un autobiographique décalé sur une chaîne ivoirienne, a félicité le présentateur qui avait présenté sa biographie en lui faisant remarquer qu'il est un gars secret. Et ça vous dit tout sur pourquoi on a essayé de fouiller sur la toile pour retrouver ses pages Facebook et autres. Eh bien, c'est à peine si on en a réellement trouvé. Il préfère laisser les autres parler de lui. Je vous présente, mesdames et messieurs, le capsule de motivation de Cyril Bojiko. Suivez jusqu'à la fin. Dans votre famille, quand une pratique blesse quelqu'un, osez-vous lever la main et dire stop. Je ne suis pas d'accord. Non. Au bureau, quand le chef prend une mauvaise décision et que tous les collègues applaudissent par peur, êtes-vous celui qui ose poser la question que tout le monde pense, mais que personne n'ose poser? Non. Et les réseaux sociaux, parlons-en une fois encore. Ils ont inventé la dictature du like. Vous publiez une opinion, si elle plaît à la masse, vous êtes validé. Mais si elle dérange, vous êtes lynché. Et alors, insidieusement, vous commencez à calibrer vos pensées en fonction de ce qui va plaire. Vous ne dites plus ce que vous pensez ce que les autres veulent entendre. Votre cerveau devient un algorithme de popularité. Et votre âme, elle, suffoque en silence, quelque part au fond de vous, oublié, muselé, enfermé. C'est une prison, mes chers auditeurs. La pression sociale est une prison sans barreaux. Et le plus terrible, c'est que le gardien, c'est vous-même. C'est vous qui vous enfermez. C'est vous qui jetez la clé. C'est vous qui choisissez chaque matin de porter le masque plutôt que de montrer votre vrai visage. Alors comment fait-on? Comment trouve-t-on ce courage de penser seul sans se couper du monde? Je ne vais pas vous mentir. C'est un exercice quotidien. Ce n'est pas un déclic unique. C'est une discipline. Ça commence par des petites choses. Dis non quand on n'a pas envie d'aller quelque part. Exprimez un désaccord respectueux dans une conversation. Refusez de partager un ragot. Choisissez un chemin professionnel que votre entourage ne comprend pas. Chaque petit acte de fidélité à soi-même est une victoire silencieuse, invisible, immense. Et oui, il y aura toujours un prix à payer. Les gens vous regarderont différemment. Certains vous critiqueront, d'autres s'éloigneront, parce que votre lumière dérangera ceux qui ont choisi l'obscurité confortable du troupeau. Mais ceux qui resteront, ceux qui vous respecteront pour votre authenticité, ceux-là seront vos vrais alliés. Pas ceux qui vous aimaient pour votre obéissance, ceux qui vous aiment pour votre vérité. Car au fond, qu'est-ce qu'une vie entière passée à penser comme les autres? C'est une vie qui n'est pas la vôtre. C'est porter les vêtements de quelqu'un d'autre, marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre, rêver les rêves de quelqu'un d'autre et arriver au soir de sa vie en se demandant: mais qui étais-je, moi, vraiment? Quelle pensée m'appartenait? Quelle décision était vraiment la mienne? Je vous le dis ce soir, je vous le dis ce matin, du fond du cœur, il n'y a pas de plus grande tragédie que de mourir sans avoir vécu selon sa propre vérité. Il n'y a pas plus grande tragédie que de mourir sans avoir vécu selon sa propre vérité. Il n'y a pas de regret plus lourd que celui d'avoir passé sa vie à applaudir les idées des autres en étouffant les siennes. Oui, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et ce n'est pas parce que tu es seul à penser différemment que tu as tort. Parfois, la vérité est un chemin étroit que personne n'emprunte. Parfois, la sagesse a la voix la plus haute, a la voix la plus basse de la salle. Et parfois, le courage, le plus grand, est celui qui ne fait pas de bruit. Prenez soin de vos âmes. Et souvenez-vous, un seul homme debout vaut plus qu'un million d'hommes à genoux. Un seul homme debout vaut plus qu'un million d'hommes à genoux. Votre espace radiophonique qui accompagne votre journée et qui met des mots simples sur les situations que beaucoup vivent, mais explique difficilement. Aujourd'hui, nous touchons à une blessure que des millions de personnes portent en silence depuis l'enfance. Cette blessure n'a laissé aucune cicatrice visible, mais elle a marqué profondément leur enfance et leur confiance en eux. Je parle des comparaisons entre frères et sœurs. Regarde ton frère, lui au moins il réussit. Pourquoi tu ne peux pas être comme ta sœur? Lui, c'est l'intelligent de la famille, toi, c'est le paresseux. Ces phrases, beaucoup d'entre nous les ont déjà entendues. Certains les entendent encore aujourd'hui à 40 ou à 50 ans. Pourquoi ces comparaisons font-elles autant de dégâts et comment s'en libérer? Pour en parler, je suis avec elle, Marie-Agnès. Marie-Agnès Sagné, bonjour. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon. Marie-Agnès, au Cameroun et dans beaucoup de familles africaines, comparer les enfants entre eux semble presque naturel. Les parents le font souvent
parents sans même s'en rendre compte. Pourquoi cette habitude est-elle si ancrée chez nous? Parce que dans notre culture, la réussite de l'enfant est le miroir de la famille. Quand un enfant réussit bien à l'école, c'est la fierté de toute la maison. Quand un enfant a des difficultés, les parents ressentent une pression énorme. La pression du quartier, la pression de la famille élargie, la pression du village. Alors pour motiver l'enfant qui a des difficultés, le parent utilise l'outil qu'il connaît le mieux, la comparaison. Il pense que dire regarde ton frère va créer une émulation, que l'enfant va se réveiller, travailler plus dur, rattraper l'autre. Mais dans la réalité, c'est le contraire qui se produit. Alors qu'est-ce que l'enfant reçoit réellement quand il entend cette comparaison? Il reçoit un message très clair. Tu n'es pas assez bien tel que tu es inférieur à ton frère ou ta sœur, et le parent ne mesure pas la violence de ce message parce qu'il ne l'a pas formulé ainsi dans sa tête. Mais l'enfant, lui, ne retient pas l'intention, il retient la douleur. Et cette douleur s'installe profondément. L'enfant commence à croire qu'il ne mérite pas l'amour de ses parents tel qu'il est, il développe un besoin permanent de prouver qu'il a de la valeur. Ou alors il abandonne complètement en se disant, de toute façon, quoi que je fasse, je ne serai jamais assez bien. Chez nous en Afrique et dans le contexte camerounais de nos sociétés, il y a souvent des rôles distribués très tôt dans la famille. L'intelligent, le sportif, le difficile, le gentil. Alors ces étiquettes, ça coûte à la peau, n'est-ce pas? Et elle définit son enfant pour le reste de sa vie, si personne ne les remet en question. Au Cameroun, dans les grandes familles, chaque enfant a son étiquette. Celui-là, c'est le sérieux. Celle-là, c'est la belle. L'autre ici, c'est le complice du quartier. Et l'enfant grandit en se conformant à cette image. Il y a même le qu'on appelle chef de quartier. Voilà. Mais là, le problème, Est-ce c'est que dans ta famille, il n'y a pas un chef de quartier? il y a toujours un chef de quartier. C'est-à-dire que quand l'enfant sort, on avait dit, alors chef de quartier. Ou alors quand on cherche un renseignement au quartier, on dit, allez le voir. Chef de quartier, c'est lui. On est tout. Il y a le qu'on appelle mon commandant. Quoi. La mère appelle son enfant mon commandant. Parce que celui-là, il donne toujours les autres. Voilà. Et quand il marche, il y a une troupe d'enfants derrière, il l'appelle mon commandant. Il commande tous les autres. C'est ça. L'autre, c'est chef de quartier. Il connaît tout ce qui se passe au quartier. Alors justement, l'enfant grandit avec. C'est ça. Et là, le problème, c'est que l'enfant, étiqueté comme le moins bon, arrête de se battre. Pourquoi essayer si dans la famille, le rôle du brillant est déjà pris? Il développe une forme de résignation qui peut durer des décennies. J'ai vu des adultes de 40 ans qui pleurent encore en racontant comment leur mère préférait leur frère aîné. Ah, c'est toujours ça. Mais les comparaisons créent-elles aussi des conflits entre les frères et sœurs à long terme? Toujours. Et c'est peut-être le dégât le plus grave. Quand un parent compare régulièrement deux enfants, il installe une rivalité qui n'existait pas au départ. Les frères et sœurs ne se voient plus comme des alliés, mais comme des concurrents. Celui qui est valorisé développe parfois un sentiment de supériorité sur les autres. Celui qui est rabaissé développe de la jalousie ou même de la rancœur. Au Cameroun, combien de familles sont divisées après le décès des parents? On croit que c'est une histoire d'héritage ou de terrain, mais si on creuse, on trouve des blessures d'enfance, des années de comparaison, de préférence, de sentiments d'injustice qui explosent le jour où les parents ne sont plus là pour maintenir l'équilibre. Est-ce que les parents sont toujours conscients du mal qu'ils font aux enfants en faisant ça? Parce que lorsqu'ils choisissent leur préféré et que par ricochet, c'est celui qui n'était pas préféré qui finit par réussir, eh bien il a de la revanche. C'est ça. Et lorsque celui-là n'a pas réussi finalement et que le préféré a réussi à la mort des parents, ils ont les mêmes droits. Là commencent les problèmes. Maintenant qu'ils ne sont plus là, on verra qui est qui. C'est ça. On essaie de nuire à l'autre. On a souvent vu ça. Mais est-ce que les parents vraiment sont-ils toujours conscients du mal qu'ils font? Rarement. La plupart du temps, le parent pense sincèrement qu'il motive son enfant. Il reproduit ce que ses propres parents faisaient avec lui. Dans beaucoup de familles camerounaises, la comparaison est un outil éducatif transmis de génération en génération. On ne questionne pas cette méthode parce qu'elle a toujours existé. Et puis il y a la pression sociale. Quand un parent rencontre un voisin dont l'enfant vient de réussir à un concours, il rentre à la maison frustré et décharge cette frustration sur son propre enfant. Le fils du voisin a eu le bac et toi tu es là à traîner. Ce n'est même plus une comparaison entre frères. C'est le quartier entier qui entre dans la maison. Alors quelles sont les conséquences à long terme chez l'adulte qui a grandi avec ces comparaisons? Elles sont nombreuses et profondes. Le manque de confiance en soi d'abord. L'adulte doute en permanence de ses capacités, même quand il réussit. Il a toujours l'impression que ce n'est pas assez. Ensuite, la difficulté à accepter les compliments. Quand on te dit bravo, tu penses immédiatement que la personne exagère ou qu'elle va bientôt découvrir que tu ne méritais pas. Et puis, il y a le besoin compulsif de performance. Certains deviennent des bourreaux de travail, non pas par passion, mais pour prouver qu'ils valent quelque chose. Ils courent après une validation que leurs parents ne leur a jamais donnée. Alors comment guérir de ces blessures quand on est adulte? La première étape, c'est de reconnaître la blessure. Beaucoup de gens minimisent ce qu'ils ont vécu en disant tout le monde a vécu ça, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ce n'est pas parce que tout le monde a été blessé que la blessure n'existe pas. Ensuite, il faut séparer la voix du parent de sa propre vérité. Ce que ton père ou ta mère a dit de toi n'est pas ce que tu es. C'est leur perception, influencée par leur propre histoire, leur frustration, leur peur. Toi, tu es bien plus que cette étiquette. Et enfin, si vous êtes parent aujourd'hui, brisez le cycle. Chaque enfant a son rythme, ses talents, sa voix. Comparer, c'est nier cette singularité. Encourager chaque enfant pour ce qu'il est, pas pour ce que son frère ou sa sœur fait mieux que lui. Un dernier message pour ceux qui portent encore cette blessure en eux. Vous n'êtes pas le moins bon de la famille. Vous êtes quelqu'un qui a grandi dans un système où on l'a mal regardé. Votre valeur ne dépend pas de ce que vos parents ont dit de vous quand vous aviez 10 ans. Elle dépend de ce que vous décidez de faire de votre vie aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour se reconstruire. Il n'est jamais trop tard pour se reconstruire. Chers auditeurs, merci. Merci à toi Marie-Agnès. C'est avec plaisir. Alors si vous avez grandi en étant comparé, sachez que cette blessure ne vous définit pas. Et si vous êtes parent, souvenez-vous de ceci. Chaque enfant est un arbre différent. Le manguier ne donnera jamais les oranges. Cela ne fait pas de lui un arbre sans valeur. Il donne des mangues et c'est magnifique. Arrêtons de comparer, de mesurer nos enfants les uns aux autres. Chacun porte en lui quelque chose d'unique. Notre rôle, c'est de l'aider à le découvrir, pas de l'écraser sous la réussite d'un autre. C'était Parlons Vrai sur Radio Balafon. À très bientôt pour un nouveau sujet.